C'est rare que je fais vraiment ce que j'avais dit que j'allais faire, hein? Ben, j'ai lu les favoris des autres booktubers. Oui, oui. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et c'est aujourd'hui que vous allez savoir si j'ai les mêmes goûts que certains booktubers. En fait, je devrais faire un titre full clickbait. Les autres booktubers ont-ils bon goût? Il me semble que je fais ça des fois, ouais. Puis le pire, c'est que ça marche. Bon, rassurez-vous tout de suite, je n'ai pas lu tous les romans que j'avais dit que je lirais peut-être dans cette vidéo. Faut vous rappeler, c'est celle où j'avais tout épluché les listes des favoris des autres booktubers et où j'en choisissais selon des critères plus ou moins ésotériques et je me faisais une petite wishlist dans chacune des piles. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus pour ce concept et on va commencer avec les booktubers québécois. Bon, c'est clairement le premier d'une série parce que j'ai déjà commencé un autre vlog avec des favoris des booktubers français et anglophones. Bref, si je m'en tiens à mon plan, il devrait avoir au moins 4-5 de ces vidéos-là au cours de l'année. Je sais, vous n'en demandiez pas tant. Pendant que vous êtes encore là, je vous rappelle qu'un like, un abonnement, ça coûte pas grand-chose et ça fait plaisir. En fait, ça coûte rien. Ouais, ça coûte rien. Et sans plus attendre, on va retourner aux listes des favoris des booktubers. Cette année, pour faire changement, on commence avec mon amie Daphné de Signer Daphné. Dans son top 10, j'en avais lu 8. Ouais, je sais, il en restait 2. Et ces 2 ouvrages, c'était Yellowface de R.F. Kuang ainsi que Mouse de Art Spiegelman. Essayez de deviner, essayez de deviner. Non, c'est facile. Celle-là est vraiment facile. Je vous laisse donc avec Daphné et quelques mots qui avaient réussi à me convaincre de lire ce favori-là. Mouse, journal d'un survivant par Art Spiegelman. C'est un roman graphique. L'auteur se met en scène et il veut nous raconter l'histoire de ses parents qui ont été envoyés dans des camps de concentration nazis. On voit l'évolution de la situation. C'est une histoire qui nous fait ouvrir les yeux sur des mécanismes. Puis je pense que en cette période-ci, c'est important d'être conscient des mécanismes qui peuvent s'installer. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a comme une espèce de contrepoids parce que on suit l'histoire du père et de la mère, mais surtout du père qui vit des choses pas possibles, des choses vraiment horribles pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on le revoit en vieux monsieur et c'est un monsieur profondément désagréable, vraiment détestable. Je reviens donc avec... Non, caché-toi. Je disais donc que je revenais avec le choix de mon amie Daphné, qui était la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman. C'est une bande dessinée qui était dans ma pile à lire depuis plus de 10 ans, c'est mon petit frère Pierre-Alexandre qui me l'avait donnée, mais j'avais juste le tome 1. Donc c'est pour ça que je l'avais pas encore lu. Oui, toutes les raisons sont bonnes, je sais. Mais là, je suis allée récupérer le tome 2 à la bibliothèque et je l'ai lu aujourd'hui. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est cette bande dessinée-là. C'est un classique de la bande dessinée, mais c'est l'histoire de Art Spiegelman et de son père. En fait, c'est l'histoire de son père. Son père est un rescapé des camps nazis. Il était alors en Pologne et a vécu les pires horreurs qu'on peut s'imaginer. Bien entendu, il est revenu changer et il va raconter à son fils son histoire. C'est une bande dessinée qui est en noir et blanc et il est surtout connu parce que ici les Juifs sont représentés par des souris et les nazis par des chats. Donc si je peux vous montrer ce que ça peut donner, c'est ce style de trait-là. C'est pas mal comme ça. Tout le long, c'est sombre à souhait et il n'y a rien qui nous est épargné là-dedans. Bien entendu, on va voir l'Holocauste, on va voir les brimades qui arrivent petit à petit et c'est toujours pire jusqu'au camp, jusqu'à tout ce qui est fait, jusqu'aux dénonciations. Bref, le père de l'auteur, le pire de ce qu'il y avait à vivre, il l'a vécu. Alors, d'un côté, on a toute cette histoire-là qui ne peut pas ne pas nous toucher. C'est impossible. C'était des personnes, c'était des gens et on leur a fait ça pour une croyance religieuse.
Et à l'époque où on est aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe avec la montée de la droite, c'est impossible de pas y penser. Ça a été publié pour la première fois en 1980, alors oui, vous pourriez vous dire, oui, on a déjà lu la partie sur l'Holocauste. Peut-être, mais j'ai trouvé ça magistral parce qu'il n'y a pas juste ça. Il y a de l'autre côté la relation entre le père et le fils, une relation qui est extrêmement difficile. Son père, il est sorti meurtri, il est sorti débattu des camps et il fait vivre l'enfer à peu près tout le monde. C'est loin d'être la parfaite victime. Il est souvent détestable, il est raciste, il est avare, il est manipulateur. On voit que ça l'a profondément marqué, mais c'est cette partie-là que j'ai trouvée très intéressante. Comment le fils va parvenir à essayer de comprendre, parvenir à tenter de comprendre son père, essayer de voir par où il est passé pour essayer de faire la paix avec son enfance. C'est extrêmement bien fait, je crois que tout le monde devrait le lire, et merci Daphné de m'avoir forcé à le sortir de ma pile. On poursuit avec Maps. Dans la liste de Maps, il y en avait 5 que j'avais lus et aimés, et dans la petite liste que je m'étais présélectionnée, il y avait Le temps d'un été de Abby Jiménez, Sous les eaux de Rosalie Demers, ou encore Tombée de la nuit de Maryse Andraus. Celui-là, si vous m'avez suivi un petit peu, c'est facile à deviner aussi parce que je l'avais déjà lu quand j'ai fait ma vidéo l'autre fois. Je vais donc insérer un petit extrait de Maps qui nous parle de ce roman-là et ensuite je vous donne mon avis. Tombée de la nuit de Maryse Andraus. Je l'ai lu parce que c'est un roman qui a été publié cette année et ma foi, j'ai été conquise. En fait, c'est un roman très intériorisé d'une femme qui retourne dans le temps, qui réfléchit sur son parcours de vie, un peu comme un roman d'apprentissage, découverte de soi. Et ça part, entre autres, de son enfance, mais ça va aussi culminer au point de sa première relation avec une femme. La première chose qui m'a happée de ce roman-là, c'est vraiment l'écriture. C'est une écriture d'une douceur, ma foi, incroyable. Dans le roman, on parle de l'amour fraternel, donc de la relation entre les frères et sœurs, particulièrement dans l'enfance, et de l'impact que ça peut avoir plus tard. On poursuit maintenant avec le choix de Maps, ma némésis littéraire. Bon, c'est rendu une inside joke entre nous deux, là, mais c'est de moins en moins vrai. On se rejoint sur plusieurs titres de plus en plus, mais on sait à peu près ce que l'une aime et ce que l'autre aime pas, donc on est capable de prévoir. Et ça, c'est quand même cool parce que vu qu'on se parle souvent, c'est le fun de pouvoir se suggérer des choses qu'on pense que l'une et l'autre, on peut aimer. Ou des choses que, par exemple, moi, j'aime pas du tout puis que je pense qu'elle, elle peut aimer et vice-versa. Bref, dans ces tops, j'avais choisi de lire Tombée de la nuit de Maryse Andraus. Je l'ai lu assez tôt en janvier parce qu'il était également en nomination pour le Gala du roman québécois. Parce que je suis une bonne fille et membre du jury, je voulais donner mon avis éclairé. Je l'ai lu, mais c'était une bonne chose parce que j'ai beaucoup aimé ça. On a donc notre personnage principal qui habite dans une maison à l'abri de la tempête. Elle s'appelle Marie, c'est un alter ego de l'autrice. Et c'est quoi la tempête? Ce sont tous les sentiments auxquels elle ne veut pas faire face. Par contre, elle va rencontrer Marianne qui est une femme solaire avec qui elle va débuter une relation, puis peut-être qu'elle n'aura pas le choix de laisser tomber certains de ses murs. L'écriture, c'est ma came. Vraiment, c'est une écriture que j'aime, c'est une écriture qui est évocatrice, qui est fluide, qui est poétique également. C'est étrange parce qu'on a une écriture très très lumineuse, mais qui réussit quand même à nous bousculer, puis quelque chose de rare à part de ça. Tu sais, il y a certains extraits que j'ai pris en note, donc oui, j'ai vraiment aimé cette plume-là, et c'est une autrice que j'avais relire, ne serait-ce que pour sa plume. Ici, on est dans l'autofiction, on est dans le récit très très intime, et on est davantage dans le voyage intérieur que dans le roman avec une intrigue en soi. Ce voyage-là, il va se faire au rythme de sa relation avec Marianne, une relation qui est faite de haut et de bas, qui est pas toujours simple non plus. Et pendant cette relation-là, elle a comme pas vraiment le choix de se remettre en question. Limite qu'elle va même envisager de tomber amoureuse. Je trouve ici qu'on a une vraie réflexion sur les amours, notamment les amours lesbiennes, la relation entre le bonheur, l'amour et l'art, notamment l'écriture. On va suivre l'autrice dans ses recherches, dans son cheminement, voir si elle va réussir à passer outre certaines blessures d'enfance. Est-ce qu'elle va être capable de continuer à créer tout en étant heureuse et amoureuse? Ça parle de la complexité des relations, ça parle des violences passées, des violences présentes, et par certains aspects, ça m'a rappelé In the Dream House de Carmen Maria Machado que j'ai lu l'an dernier et que j'ai adoré. Bon, l'autre ouvrage est davantage dans l'essai que celui-ci, mais les thèmes sont quand même communs. Et d'ailleurs, elle y fait référence à un moment donné dans son texte. J'ai fait « Ah, je savais !» Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est tout l'aspect de la sororité. C'est une très très belle découverte. Puis comme je vous disais, ne serait-ce que pour sa façon d'écrire, je vais relire l'autrice. Donc, merci Maps, on se rejoint!
On poursuit avec Mamaki de Sous le ciel, qui avait 5 livres en commun avec moi, et sur ça, il y en avait 4 qui faisaient partie de mon propre top. Oui, on a des goûts qui se ressemblent quand même pas mal, donc je suis pas surprise, là, vraiment pas. Dans sa liste, j'hésitais donc entre Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, Too Old for This de Samantha Downing, et Parmi les fleurs, Bruce les secrets de Adrienne Young. Je vous laisse avec Mamaki et je vous dis tout de suite, celui-là, je l'ai adoré. Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, qui sera traduit en français vers la fin janvier aux éditions La Croisée. C'est un coup de cœur qui tombe aussi dans la catégorie des livres que je me verrais pas nécessairement recommander à tout le monde, mais genre si ça vous parle, ben ça va vraiment vous parler. C'est de l'horreur douce qui se manifeste surtout dans ce que le récit ne nous dit pas. Il y a des livres dans la vie qui me convainquent en une seule page. Celui-ci en fait partie. J'ai immédiatement adhéré à la plume de Julia Armfield, puis j'étais comme « Oui, toi, peu importe ce que tu vas me raconter, je vais t'adorer, je le sais. » C'est un peu comme une réaction allergique, mais dans le sens positif. Je viens donc vous voir parce que j'ai commencé Our Wives Under the Sea. J'en ai peut-être 30% de lu, mais c'est sûr que je vais aimer ça. J'aime déjà tellement la plume, j'aime le côté un peu eerie, j'aime la réflexion, j'aime la relation, j'aime le thème, j'aime l'horreur qui semble s'immiscer petit à petit dans ce récit-là. Et c'est bien écrit, c'est bien écrit. C'est sûr que je vais aimer ça. Mais quand c'est bien écrit, on part tout de suite avec une grosse coche d'avance. Donc, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un couple de femmes. L'une d'entre elles est exploratrice des fonds marins et elle est allée à une mission à un moment donné qui devait durer 3 semaines. Ça a mal tourné, elle est revenue 6 mois plus tard, mais elle est revenue changée. Elle va nous raconter cette mission-là. Et on a sa femme qui l'a attendue des mois à la maison, qui la retrouve, mais pas vraiment quand elle revient. Elle ne la reconnaît plus, elle ne sait plus comment agir avec elle, et j'ai l'impression qu'il y a toute une métaphore à la fois du choc post-traumatique et des effets sur les proches, ainsi que peut-être de l'expérience marquante, l'expérience qui change une façon de voir les choses, et quand on revient, mais il n'y a plus rien de pareil. Je trouve que c'est hyper bien traité jusqu'à maintenant. J'ai hâte de continuer, et c'est super bon signe. Je devrais le finir rapidement. Je vous prends donc aujourd'hui, après avoir écouté plusieurs heures de patinage artistique aux Jeux Olympiques, que ça va vous donner une idée de la date où je filme cette partie de vidéo. Vous allez excuser mon look aussi, hein, c'est dimanche, j'ai l'air de ça. C'est quand j'avais l'âge moyen des gens sur Booktube, on dirait que ça me dérangeait moins d'avoir l'air de ça, mais là, ouais. Ouais, le changement de dizaine approche, le changement approche. Mais bon, je viens vous voir parce que j'ai terminé Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. J'ai adoré, c'était une excellente lecture. Et là, je sais pas si je vais ajouter quelque chose d'intéressant à ce que j'avais dit dans la première partie, parce qu'on dirait que dès que je filme, j'oublie ce que je vous ai dit. Fait que ça se peut que ce soit une totale répétition. J'espère que vous allez me pardonner. Il me semble que quand j'étais au milieu du livre, je voyais vraiment qu'il y avait le choc post-traumatique dans tout ça. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Je trouve que ça parle de la fin d'une relation. Quand on sent quelqu'un partir, qu'on n'est pas capable de le retenir, que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, on sent que l'autre personne s'en va ailleurs, qu'elle est ailleurs et qu'on ne peut plus rien faire. Alors ça, j'ai trouvé que ce sentiment d'impuissance-là, il est parfaitement retranscrit dans ce roman-là. Toute l'imagerie, tout le côté poétique du truc, l'eau, la transformation, le moment où tout va basculer. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et si vous aimez ce genre de choses-là, je ne saurais que vous le recommander. En plus de ça, ça parle d'une relation lesbienne. Ce sont 2 femmes qui sont mariées, 2 femmes qui avaient une belle histoire. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette relation-là qui était très saine. Même s'il y avait des défis, là, on les voit les défis, ils sont là, mais ils sont pas au centre du truc. C'est une belle relation. On dirait qu'en raison de tout ça, à cause de tous les obstacles qu'elles avaient aplanis pour en arriver là, ça fait encore plus mal au cœur de voir la relation se terminer parce que c'est là qu'on s'en va. Puis c'est pas un spoiler, là, c'est clair dès le début qu'on va vers ça. Bref, c'est une autrice que je vais suivre. J'ai vu qu'il y avait un autre de ses romans qui était paru en français. Je vais le lire en anglais parce que j'ai trop aimé sa plume, là. Quand j'aime vraiment beaucoup la plume, souvent je lis dans la langue dans laquelle il a été écrit. Mais il en existe d'autres, c'est ça la bonne nouvelle, et clairement, je vais tenter de les lire. Je sais pas quand, mais un jour. On poursuit avec Sabrina, et là, je sais plus comment sa chaîne s'appelle. Avant, c'était Sab et les livres, mais là, il me semble qu'elle a changé Sabradote encore, ou quelque chose comme ça. Dans son top, il y avait 5 livres que j'avais déjà lus et aimés, et ma petite sélection, c'était La Garde blanche de Mikhail Bulgakov, Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin, et Cadavre exquis de Agustina Bastarica.
là, si vous me connaissez un peu, vous vous divisez en deux camps. Il y a une gang qui va dire c'est clair qu'elle a choisi ça et l'autre gang va dire non, c'est ça. Vous allez voir quelle gang va gagner. Ça dépend quel côté de moi elles connaissent. Le numéro 3, c'est de la science-fiction. Ma tante Sabi, elle aime beaucoup, beaucoup la science-fiction. Elle a dit, la science-fiction, c'est la vie. C'est des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin. Là, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un monsieur chinois. OK, ce roman-là, là, ça peut avoir l'air super bizarre, OK? On commence dans un monde où il y a des dinosaures dans le passé, et des fourmis. Puis tranquillement, on va les voir évoluer à devenir des civilisations super évoluées. Et ils vont devenir des grandes civilisations jusqu'à la bombe atomique, là. Je sais, ça peut paraître super bizarre, là, mais laissez-vous bercer par le contexte. Ça marche, là, à la fin. Et à la fin de tout ça, c'est une super réflexion sur l'humanité. Où sommes-nous voués à nous détruire? C'était écrit dans le ciel que j'allais choisir ce roman-là. En fait, cette novelle-là, en tout cas, ce truc, c'est-à-dire que j'ai lu Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin. C'est juste le titre, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est à peu près ce que je me suis dit tout le long de ma lecture. En fait, j'avais filmé une autre section, un autre segment de vidéo où je disais, en fait, pendant à peu près 10 minutes, mais je sais plus ce qu'il est. Je vais donc vous épargner ce festival de gros mots et d'air interrogateurs, puis on va y aller avec un bilan final qui va rester à peu près pareil. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? C'est... comment dire? Étrange. Genre, ce serait assez weird pour faire partie d'un épisode de Doctor Who, donc de l'allumage, mais sans voyage dans le temps puis sans TARDIS, mais bizarre, tu sais, vraiment. On est donc au Crétacé. Il y a deux sociétés qui grandissent côte à côte, celle des dinosaures et celle des fourmis. Les deux sociétés vont développer une relation de codépendance. Elles sont très différentes. On a celle des dinosaures qui est beaucoup plus créative, celle des fourmis qui va être très efficace et qui peut faire des tout petits trucs. Bref, l'un sans l'autre, ça va pas bien. Et si au départ on voit les relations se construire, ça va pas rester si simple que ça. Ce qui fait que dans à peu près 200 pages, attendez, je vous dis combien de pages? Même pas 200 pages, 179 pages. Et en 179 pages, on va voir les deux civilisations se construire, en arriver à leur apogée. Puis ben, quand on arrive au bout, on peut s'imaginer ce qui arrive par la suite. Et les progrès scientifiques qu'ils font sont quand même top, là, sont quand même beaucoup plus avancés que nous présentement. Donc oui, des fourmis, des dinosaures, c'est ça. Puis ce qui est encore plus weird, c'est que ça commence par une histoire de dinosaures qui ont de la viande poignée des dents. On va s'entendre, j'ai passé un bon moment de lecture, c'est tellement n'importe quoi, puis c'est totalement pas plausible, mais c'est pas grave. On voit une société qui se construit et qui, peut-être, je sais pas, va s'effondrer. Mais c'est juste un petit peu trop court, on dirait qu'il m'a manqué de jus, il m'a manqué de viande autour de l'os pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. En fait, si j'avais voulu faire un mauvais jeu de mots, j'aurais dit pas assez de viande autour des dents, ouais. En plus de ça, on voit quelques personnages dinosaures, quelques personnages fourmis, mais ça évolue dans tellement de temps, puis leur vie dure tellement pas longtemps, tellement pas longtemps, en particulier celle-là des fourmis, qu'on s'attache à personne, bien entendu. Par contre, même quand c'était des humains, il me semble qu'avec l'autre série de Liu Cixin, je m'étais pas attachée tant non plus. Je pense que c'est pas sa force. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on a ici la même envergure et la même qualité que dans Le Problème à trois quarts? Non, on est complètement ailleurs. Je pense que c'était pas le but non plus. Mais j'ai passé un bon moment, puis ouais, ben c'était pas mal. Et finalement, la dernière booktubeuse à faire partie de ces vidéos, c'est Elise de A Book and a Cup. Dans son top, j'avais lu 6 livres, dont 3 que j'avais vraiment bien aimés. Peut-être même 4, ouais, je dirais 4. Comme souvent, là où on se rejoint, c'est en fantaisie. Elle en lit beaucoup plus que moi, mais elle est beaucoup plus romance que moi. Donc, ce que j'avais vu dans son top que je n'avais pas déjà lu et qui pourrait me plaire, c'était Gifted and Talented de Olivia Blake. Je l'ai là en plus dans cette édition-là. Si c'était celui que j'avais choisi, j'aurais lu un livre qui arrive dans les box. Vous savez, tous ces livres qui sont là, qui font de très belles tranches, mais que je ne lis jamais. Mais non, c'est pas lui que j'ai lu. Ça aurait été trop simple. Il y avait également The Witchwood Knot de Olivia Atwater. Olivia Atwater. Olivia, c'est Olivia Blake. Excusez. Et finalement, le 3e tome de Emily Wilde de Heather Fawcett. Je vous mets un extrait de la vidéo d'Élise et je vous reviens ensuite. Sur les faits, en mention honorable, je me devais de vous parler du 3e tome d'Emily Wilde, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. J'ai adoré ce livre. Quel plaisir. Donc Emily Wilde est une dryadologue, elle étudie les fées et on la suit dans ses aventures. Elle va être rejointe par Wendell, un de ses collègues professeurs, dont elle est pas hyper fan, mais qui lui est pas mal fan d'elle. Et en fait, j'aime beaucoup le côté carnet scientifique, c'est quelque chose que j'adore dans les livres. Le format un peu soit mémoire, soit journal de bord, je suis extrêmement fan.
Wow le look, wow le look. Il est 7h15 le matin, je viens littéralement de me lever, venir m'asseoir ici est la première chose que je fais, mais là il fallait que je vous parle. Je suis rendue à la moitié de Emily Wilde, tome 3. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, mais je pense que c'est le dernier de la série, donc je voulais le terminer. C'est un choix d'Élise, comme j'ai dû le dire futurement, juste avant. Oui, je sais, c'est pas clair. Ce tome 3 s'appelle L'abrégé des contes perdus et c'est un peu difficile d'en parler sans tout dire ce qui se passe avant. On va juste dire qu'on a encore nos 2 personnages principaux, c'est-à-dire Emily qui est une dryadologiste. Elle étudie les fées, elle s'était donné des projets, celui de faire une encyclopédie et là, elle se retrouve dans un royaume fée qu'elle doit sauver en raison de ce qui s'est passé dans le tome 2. C'est d'une clarté effarante, je sais. Wendell, c'est son collègue paresseux et dans ce tome-là, le truc qui est cool, c'est qu'on retrouve certains des personnages du tome 1 que j'aimais beaucoup. Par contre, oh my god, j'ai rien à redire contre ce livre-là, mais j'ai juste aucun intérêt. Sérieux, je l'arrêterais, je m'en fiche de comment ça va finir. Puis ça, c'est pas bon signe, là. J'ai vraiment de la misère à m'y remettre. Il m'endort, je tombe endormie dessus, je suis rendue à peu près ici, là. Hop, c'est-à-dire un peu dépassé, la moitié, et je m'en fiche toujours autant. Ce que j'aimais beaucoup de Emily, c'est qu'elle avait un petit côté pas neurotypique. Et là, je trouve qu'on le voit de moins en moins, puis je sais pas. En plus, le thème de ce roman-là, c'est que c'est un royaume de fées, donc c'est très très ancré dans les histoires, dans les légendes, dans l'oralité, et elle fait ces recherches-là. Ça devrait être intéressant, mais je m'en contrefous, c'est triste. Donc, si c'était pas pour cette vidéo-là, je ne le terminerai pas. Et ça arrive vraiment très très rarement que je ne termine pas des livres, mais je vais réussir, je vais le faire. Et oui, go Karine! Bon, on est le lendemain. Et hier, j'ai fini par terminer L'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde, le 3e et dernier tome de la série de Heather Fawcett. Et là, je me suis installée, j'ai mis mon téléphone à l'autre bout du monde et j'ai dit, je le termine, je le finis. Bon, le lire tout d'un bout, je pense que ça l'a aidé ma cause parce que j'ai préféré la 2e partie à la première. Ça bouge davantage, on a davantage de côtés qui sont un peu plus académiques, on a Emily qui fait les recherches et ça me fait toujours rire à quel point à toutes les fois qu'il se passe quelque chose d'un peu dangereux, elle se dit « Ah, ça pourrait faire un bon article. » Limite un livre. Alors c'est juste dans la 2e partie que j'ai retrouvé cet aspect-là. Est-ce que ça va sauver le livre pour moi? Non, je suis contente d'avoir terminé la série, je suis contente de voir comment ça se conclut. Pour moi, il y avait quand même des côtés très anticlimatiques. Certaines parties, je disais « Ah, d'accord, tout ça pour ça. » Le final, ça m'a quand même plu, mais c'est un genre de 3 étoiles pour moi, ce roman-là. En fait, toute la série a été entre 3 et 3 étoiles et demie. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Je suis loin du hype que tout le monde a par rapport à Emily Wilde, mais le personnage principal me plaisait bien, c'est pour ça que j'ai continué tout le long. Par contre, ça fait une série de terminée et je l'avais mis dans ma liste ultime des séries, donc check, on passe au prochain. Alors voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je lis les favoris de... Encore une fois, pour moi, c'est une excellente formule parce que dans tout ce que j'ai lu, il y a juste un livre que j'ai moins aimé que les autres. C'est le dernier, celui d'Élise. Je m'excuse, Élise, mais on n'est pas surprise, hein? On n'est pas surprise. Alors, dites-moi tout. Que pensez-vous de mes choix? Est-ce que j'aurais dû choisir d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans qu'il faut absolument que je lise? Est-ce que vous avez lu ces romans-là? Est-ce que vous faites ce concept-là des fois? J'adore recevoir des commentaires. Je suis une grande placoteuse, je pense que vous le savez. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji fleur parce que toutes ces bonnes lectures, ça va faire éclore les fleurs de printemps. Il fait moins 24 aujourd'hui. Comment dire, je penserais pas. Mais c'est pas grave, c'est beau l'espoir. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!